Bonjour. Hop. Je pense qu'on est en direct. Bonjour à tous. Je vois déjà que dans le chat, il y a pas mal d'interactions. Hop. Est-ce que déjà, on va faire un petit check, mais tout le monde m'entend bien? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour en ce sens. Oui, le son est bon. Merci Vanessa. Hop, et je vois qu'on est un peu plus d'une centaine. Ça continue un petit peu de grimper. Mais je vais commencer, puis les gens vont arriver tout doucettement, je pense. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Et si votre épargne reflétait vos valeurs, l'idée un petit peu de ce webinaire, en fait, c'est de vous donner les clés pour construire un petit plan d'investissement qui a du sens. Et du coup, le temps que tout le monde arrive, je propose qu'on fasse un peu les présentations. Donc, moi, je suis Amélie Pensu, chargée de communication éditoriale chez NRFIP. Aujourd'hui, j'animerai un petit peu, j'aurai un peu ce rôle de présentatrice. Et je suis accompagnée de Paul, du coup, d'Hectarea, de Félix de Goodvest et de Julien d'NRFIP. Et je vous laisse chacun un petit peu vous présenter en quelques mots, vous et votre solution. Je ne sais pas qui veut commencer. J'ai commencé par Paul, peut-être. Allons-y alors. Écoutez, bonjour à tous. Ravi de se joindre à vous pour animer cette séance. Donc, j'ai cofondé Hectarea avec une mission qui est assez simple, rendre l'investissement dans la terre agricole simple et accessible pour faire cet investissement immobilier avec du sens et également aider et avoir un impact concret avec son épargne en aidant les agriculteurs à se financer, à s'installer et à adopter des pratiques plus durables. Je laisse la main du coup pour une autre présentation. J'enchaîne si tu veux, Paul. Bonjour à tous et à toutes. Ravi également d'être là. Donc moi, c'est Félix. Je suis directeur conseil de Goodvest. Goodvest, c'est une entreprise qui a été cofondée par Joseph Chouefati et Antoine Beneteau en 2020. Et depuis 2021, on a construit une plateforme d'épargne et d'investissement à destination principalement des épargnants et des investisseurs particuliers sur lesquels on va retrouver différentes enveloppes d'épargne et d'investissement, assurance vie, plan d'épargne retraite, livret d'épargne. Le tout régi par une méthodologie exigeante, scientifique, transparente, qui permet de proposer exclusivement des solutions d'épargne et d'investissement les plus responsables possibles, voire même, quand c'est du non-coté, évidemment, à impact. Donc voilà, et moi, mon métier à l'origine, c'est le conseil en investissement financier. J'ai évolué pendant longtemps dans les univers de banques privées, des fintech ou conseil en gestion de patrimoine. Eh bien, je prends la suite, Félix. Donc, enchanté, bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Ostache, je suis cofondateur et président d'NRFIP. Et donc, NRFIP, c'est une plateforme de financement participatif qui est dédiée à la transition énergétique. Et le but, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir flécher son épargne directement sur des actifs de production d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de mobilité durable. Et c'est d'autant plus important, on le voit bien, malheureusement, l'actualité nous montre à quel point l'énergie est absolument centrale et la nécessité de la souveraineté de notre énergie, elle se porte au grand jour. Et donc, voilà, il y a à la fois une dimension, je dirais, éthique, d'action citoyenne en investissant sur la transition énergétique. Et puis, voilà, c'est une façon, on va le voir tous ensemble, d'apporter là aussi une pierre de diversification dans vos investissements. Merci à vous trois. Et du coup, juste avant de commencer, un peu les petits détails techniques et pratico-pratiques. Donc, pour celles et ceux qui connaissent pas notre outil, on est sur Webinar Geek. J'ai l'impression que vous l'avez déjà bien pris en main, mais un petit récap. Sur le panneau à droite, vous avez pas mal d'onglets. Et ceux qui nous intéressent tout particulièrement, c'est le Q&A. Du coup, c'est là, en fait, où vous pouvez poser vos questions. Comme vous pouvez le voir, il y en a déjà qui ont été posées en avance. Donc, n'hésitez pas à continuer. On prendra en fait un temps. On essaye d'avoir 15-20 minutes de questions à la fin. Donc, on va essayer d'y répondre au maximum. Et sinon, vous avez également l'onglet chat. Si vous voulez réagir si vous voulez partager un petit mot, si vous voulez dire bonjour, mais du coup, ça, c'est fait.
Donc voilà, vous avez vu, c'est très intuitif. N'hésitez pas à vous exprimer et tout pour que ça soit au maximum interactif. Et on répondra aux questions du coup à la fin. Et du coup, après, petit rappel pour nos intervenants, même si j'ai pas trop de doutes. Aujourd'hui, on a un programme bien chargé. On veut on veut traiter le maximum de questions à la fin. Donc, je me suis un petit peu auto-désignée gardienne du temps. Et si vous dépassez un petit peu, je vous le rappellerai gentiment, juste pour qu'on avance et dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, j'ai l'impression que le nombre de spectateurs s'est un peu stabilisé, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Hop. Et du coup, prochaine slide. Voilà. Donc maintenant, on va un petit peu démarrer, rentrer dans le vif du sujet. Et donc, avant de passer la parole à nos intervenants, on a trouvé ça intéressant de vous remettre cette pyramide des investissements, en fait, qui est en fait tout simplement un schéma pour vous montrer un peu comment construire une épargne saine et équilibrée. Et pour résumer brièvement, en gros, la partie socle, la partie fondation, en gros, c'est votre épargne de précaution et il est généralement recommandé d'avoir entre 3 et 6 mois de salaire de côté afin de vous constituer un matelas financier de sécurité, en fait. Et tout ce qui est au-dessus, donc fonds euros, bourse, investissement, crowdfunding, etc., correspond en fait un peu à la partie diversification de vos placements, de votre patrimoine. Et en gros, ici, c'est pour plutôt faire fructifier votre épargne en fonction de vos critères personnels, donc qui peuvent être horizon de placement, niveau de risque et valeur. Donc, c'est notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui, que si votre épargne reflétait vos valeurs. Et sur ce sujet, je vais passer la main à Paul, qui va nous parler un petit peu plus d'Hectarea et nous dire en quoi c'est un levier d'investissement vert. Hop, donc je mets la slide suivante. Parfait. Merci Amélie pour l'introduction. Effectivement, cette pyramide, elle est très intéressante parce qu'elle permet de poser un peu les fondations et de catégoriser les investissements. Il faut savoir que c'est la même chose qu'on soit côté investisseur comme vous ou côté société de gestion des finances personnelles comme on peut l'être via nos structures. Sur le placement immobilier, donc c'est effectivement un placement qui vient après l'épargne de précaution et après les placements dits donc fonds euros qui vont être grosso modo des placements souvent dits comme placements sans risque entre guillemets. Sur ces placements immobiliers-là, il faut faire des distinctions qui sont assez importantes avant qu'on rentre vraiment sur le produit qu'on propose. Vous avez des placements immobiliers dits de haut rendement et qui sont en fait ce qu'on appelle de l'activité de marchand de biens, MDB. Sur ça, c'est des placements qui vont être à court terme, qui vont être du 12-24 mois, avec des rendements élevés, mais un risque qui est élevé parce que vous prenez un bien et vous faites un changement de destination et du coup, vous apportez, entre guillemets, du cash, de la trésorerie à une société qui a besoin sur une période courte. Donc, nous, ce n'est pas ce qu'on fait ici et on est sur la deuxième partie de l'immobilier qui va être ce qu'on appelle l'immobilier de rendement. Et cet immobilier de rendement-là, ce qu'il dit, c'est que c'est des investissements immobiliers qui sont plus long terme et qui, du coup, vont être sur une logique de location. Donc, si vous achetez un appartement, vous faites un investissement immobilier et que vous avez un locataire qui verse les loyers tous les mois, ça, c'est des sujets où vous allez avoir donc des loyers versés et un objectif de revente avec une plus-value sur l'immobilier qui sera avec du long terme, le temps d'amortir les frais de notaire, etc., avec des sujets qui sont plutôt à 6-7 ans, voire 8-9 ans. Donc, cette distinction, c'était important de la faire par rapport à tout ce qu'il y a sur le crowdfunding immobilier en ce moment. Nous, sur notre produit, et concrètement, l'idée de vous parler ici d'un investissement immobilier et avec du sens. En fait, chez Hectarea, on a fait le constat que d'un côté, on a des agriculteurs qui ont des besoins en financement qui ont augmenté avec le temps et que de l'autre côté particulier, on veut respecter cette pyramide-là qui est vraiment la base, je le répète, mais derrière, mettre de l'impact et du concret. Alors, sur la partie immobilier, on a donc construit un produit de rendement avec un système qui est très simple où en fait, le locataire et l'agriculteur, il paie un loyer tous les mois et sur la terre sur laquelle on permet d'investir, vous pouvez également faire une plus-value. Les spécificités, ensuite, il faut toujours regarder la corrélation pour les investissements. Un investissement immobilier, on sait que le marché immobilier, vous avez généralement des cycles environ à 7-8 ans où si vous cherchez à vendre un bien, c'est souvent, il va falloir attendre pour être dans un bon moment d'un cycle
pour pouvoir faire une plus-value sur la revente. Sur la terre agricole, c'est un peu différent. On est sur un actif plus défensif que l'immobilier résidentiel, donc appartement. Vous avez en fait la terre agricole qui est souvent citée comme valeur refuge après l'or, parce que c'est grosso modo plus 3,5% de croissance en moyenne du prix de la terre agricole par an sur les 20 dernières années. Et donc, ça permet d'avoir un investissement immobilier, mais qui va être pas contracyclique ou acyclique, mais tout simplement qui va avoir une montée progressive dans le temps et qui est du coup un investissement immobilier assez intéressant pour cet aspect-là. Le dernier point, c'est vraiment sur la partie impact. Quand on crée notre produit, du coup, c'est comme quand on regarde pour investir, on se dit, OK, il est dans cette case immobilier, c'est l'immobilier de rendement. En plus de ça, il y a le côté où c'est décorrélé des marchés et donc ça peut me faire une valeur refuge dans mon portefeuille. Ensuite, on va regarder la partie impact. Et nous, on l'a créé comme ça. En fait, on est parti vraiment de qu'est-ce que ça apportait concrètement aux agriculteurs. Et vous avez en fait deux défis majeurs actuellement dans le monde agricole. Le premier, c'est le renouvellement des générations. En fait, vous avez 40% des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 2030, et ce qui fait que vous avez énormément de jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer. Et le patrimoine moyen d'un agriculteur, pour situer, il est environ de 700 000 euros. Le patrimoine moyen d'un Français, il est environ de 150 000 euros. Et donc, en fait, pour un agriculteur qui s'installe, il va devoir acheter du matériel, il va devoir acheter les bâtiments, les terres agricoles, etc. Et donc, si vous voulez, s'il n'y a pas d'investissement privé pour l'aider, finalement, l'installation, elle est bloquée parce qu'il ne peut pas faire uniquement du financement bancaire. Et donc, très concrètement, quand vous investissez dans la terre agricole d'un côté, ça permet à l'agriculteur de louer la terre, de ne pas avoir à l'acheter et donc d'accéder à la terre. Exactement sur le modèle de l'immobilier résidentiel, enfin locatif, où si vous ne pouvez pas acheter votre appartement ou votre maison, vous pouvez la louer. C'est le même système pour l'agriculteur et ça permet du coup à chaque fois que vous investissez, j'y reviendrai après, de permettre une installation, une transmission de ferme, etc. Et enfin, le deuxième levier de l'impact qui est très concret, c'est que chez Hectarea, on choisit uniquement des dossiers et des investissements dans des terres qui sont cultivées de façon durable et qui permettent donc à les agriculteurs de mettre en place des pratiques comme l'agriculture biologique, l'agroforesterie ou d'autres pratiques. Donc voilà, ça permet vraiment cette slide de cadrer finalement le placement et l'impact, en sachant que ce qu'on considère chez Hectarea, c'est que vous avez vraiment, il faut dissocier le produit de l'impact qu'il va avoir et d'abord toujours bien regarder le produit en termes de risque, rendement. Voilà pour cette présentation de cette partie-là. Sur les projets, très concrètement, en fait, on permet d'investir dans toute la France dès 100 euros sur les parcelles agricoles de son choix. Ce qui est vraiment l'enjeu derrière, c'est de dire que vous pouvez investir dans des terres près de chez vous, sélectionner un projet agricole, ça peut être un projet en maraîchage bio où les terres seront destinées du coup à la culture de légumes, fruits et légumes. Ça peut être de l'élevage laitier également pour faire du fromage ou tout simplement du lait bio. Donc vous avez vraiment ce choix derrière à chaque fois avec l'agriculteur qui est présenté. Et deux choses, c'est qu'on a souvent des investisseurs qui vont diversifier. C'est une règle qui est vraie sur les investissements entre vos différents actifs sur la pyramide qu'on a vue au-dessus de l'épargne de précaution, mais c'est vrai également sur les plateformes. Je pense que Julien dira la même chose sur les produits sur Enerfip aussi. En fait, on propose une multiplicité de 2-3 investissements par mois et donc ça permet de diversifier en choisissant ses cultures de prédilection et des zones en France où vous avez plus de familiarité potentiellement avec ces zones-là. Et je veux bien juste la slide d'après, s'il te plaît, Amélie. Ouais. Très concrètement, quelle forme ça prend? En fait, pour chaque projet qui est financé, le sous-jacent, ça reste de l'immobilier agricole non bâti, donc vraiment, c'est uniquement de la terre. Là, sur ce projet-là, pour le présenter, c'est un projet qu'on a en cours sur la plateforme. En fait, c'est une agricultrice qui s'installe, qui va faire du fromage de brebis bio. Et donc, elle avait besoin de 29,8 hectares en plus pour son installation qu'elle ne pouvait pas financer par dette bancaire. Et donc, nous, on vient tout simplement faire l'acquisition de ces parcelles-là. Sur la plateforme, après, vous retrouvez en fait l'ensemble du détail sur les projets. Vous avez un tableau de bord de suivi financier avec vos loyers qui sont versés tous les mois.
Et après, l'intérêt en fait de l'investissement en direct via ce type de plateforme, c'est que vous pouvez maîtriser concrètement l'impact. Il y a déjà la transparence, vous choisissez le projet, mais il y a aussi l'impact de votre épargne que vous pouvez voir directement. Et donc, il y a un espace investisseur qui est créé à chaque fois qu'il y a un investissement qui est réalisé, et donc qui permet à l'agriculteur d'échanger avec vous et vous de poser vos questions sur les cultures, sur ce qui vous intéresse, sur faire une visite à la ferme, par exemple, qui sont proposées aussi. Et enfin, il y a une partie avantage qui est, on va dire, une partie un peu plus sympa et extra-financière qui vous permet de commander des produits issus de la ferme à des tarifs préférentiels. On a fait du cidre bio, on a fait des produits de noisettes. Enfin, voilà, il y a toute une catégorie de produits. Mais en tout cas, ça permet d'avoir ce qui était le thème aujourd'hui, ce côté très, on va dire, financier investissement, et après un impact très concret que vous maîtrisez en fait directement vous et vous pilotez sur la plateforme. Voilà pour notre présentation. Je crois que c'est moi qui enchaîne, mais avant d'enchaîner, bravo Paul. Je me lasse jamais d'entendre pitcher Hectarea. Bravo toute l'équipe. Je pense que c'est vraiment une classe d'actifs qui résonne quand on cherche à avoir de l'impact. Moi, en tout cas, ça résonne particulièrement en tant que fils d'agriculteur, personnellement, voilà, d'entendre pitcher Hectarea. Et je pense que ça résonne chez beaucoup d'épargnants et d'épargnantes qui veulent redonner vraiment du sens à leur épargne. Donc, bravo pour le projet. Et les projets même, parce qu'ils sont très nombreux désormais à être financés. Juste, moi, je reviens sur ce qu'Amélie présentait tout à l'heure, la pyramide de l'épargne. D'abord, pour vous dire qu'il est possible d'avoir de l'impact à chaque étage de la pyramide, hein, que ce soit au niveau de la base de la pyramide sur la résidence principale. On peut bien sûr isoler son logement. L'épargne de précaution, on peut choisir des livrets vraiment responsables et pas nécessairement un livret A, un livret de développement durable et solidaire dans une banque qui l'est pas toujours complètement. Sur la brique immobilier, on peut choisir des actifs immobiliers, Paul vient d'en parler pour certains, qui sont vraiment des actifs immobiliers à impact. Idem avec les marchés financiers, la bourse. Il existe aujourd'hui tout un tas de fonds d'investissement qui permettent effectivement d'accéder à des investissements vraiment responsables et de soutenir des entreprises à travers des actions ou des obligations qui financent la transition écologique. Donc voilà. Et puis le non-coté, évidemment, tout en haut de la pyramide, également, on peut trouver de l'impact. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et pour aller plus loin dans cette logique un petit peu de pyramide de la diversification, moi, il y a un conseil que j'aime rappeler, c'est qu'effectivement, la base des choses, c'est d'organiser ses finances et son patrimoine. Et l'organisation financière et patrimoine, elle peut passer par une idée assez simple. C'est cette commode à 3 tiroirs que j'ai dessinée aujourd'hui. Et ça, c'est une idée assez simple pour bien organiser son épargne en fonction de ses projets. Les anglo-saxons, ils ont un nom qui est assez parlant pour évoquer ça. Ils appellent ça le goal-based investing. C'est l'idée d'investir en fonction de ses objectifs de vie. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas avoir une seule et même enveloppe, un livret ou un contrat d'assurance vie ou un PEA pour tout faire. Hein, on ne fait pas un pot commun pour préparer tous ses projets dans sa vie. Il faut absolument scinder les choses et essayer de se dire, bon bah voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon épargne à court, moyen et long terme? À court terme, n'importe quoi. On peut vouloir évidemment se garder de l'épargne de précaution ou alors, je ne sais pas, préparer un projet personnel à horizon 1 ou 2 ans. Alors, on va utiliser cette fois des enveloppes qui sont des enveloppes qui permettent de garantir un niveau de sécurité et de liquidité maximale. Ça peut être des livrets, réglementés ou non réglementés. Ça peut être un compte à terme. Ça peut être un contrat d'assurance vie, mais exclusivement avec des actifs garantis à l'intérieur, du fonds euro. Également, quand on détecte des objectifs ou des projets à moyen terme, on se dit, bah voilà, d'ici 3-4 ans, j'aimerais bien changer de logement, commencer à aider mon enfant avec ses études, etc., etc. Eh bien, là, on peut avoir un niveau de diversification un tout petit peu plus important et un niveau de sécurité un peu moins important, du coup, pour son épargne. Et on va privilégier, en revanche, des enveloppes qui restent très liquides et très disponibles. Par exemple, le contrat d'assurance vie. Et là, on peut mixer entre le fonds euro et des actifs parfois
qui ne présentent pas de garantie en capital, qui ne sont pas nécessairement très risqués, mais qui ne présentent pas nécessairement de garantie en capital, avec des allocations plutôt prudentes ou équilibrées. Et puis, quand on est avec la volonté de préparer des projets à long terme, alors on peut utiliser d'autres enveloppes, le plan d'épargne retraite, le plan d'épargne en action, etc. Il existe plein d'enveloppes d'investissement aujourd'hui en France qu'on peut utiliser pour préparer des projets à plus long terme. Et là, l'idée, c'est que comme on a du temps devant soi, le temps, c'est un actif précieux dans le monde de l'épargne et de l'investissement, et bien plus on a de temps, plus on peut se permettre d'aller chercher un peu plus de diversification, un peu plus de risques, même pour son épargne, parce que les actifs un peu plus risqués vont avoir tendance, évidemment, à dynamiser aussi le potentiel de performance de l'épargne. Et plus le temps passe, par ailleurs, plus le risque de perte en capital peut aussi se diluer dans le temps. Donc, voilà, c'est quelque chose auquel il faut absolument réfléchir. Donc, bien classer son épargne par projet, puis par horizon de placement, et après utiliser les bonnes enveloppes, ça, c'est très important. Et puis également, toujours avoir pleine et entière, disons, connaissance de sa tolérance, de son appétence au risque, bien se connaître en tant qu'investisseur, c'est important. Parce que parfois, quand bien même on a un horizon de placement qui est long, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour préparer des projets futurs, et si on est très frileux à la volatilité d'un actif financier ou à un risque en particulier, bah, il faut quand même peut-être prendre un petit peu moins de risques, en tout cas pas nécessairement accepter d'aller sur des allocations très dynamiques, quand bien même on a beaucoup de temps devant soi. Donc ça, c'était la première idée. Voilà, toujours bien réfléchir à l'organisation financière et patrimoniale à travers cette répartition optimale, point d'interrogation, mais en tout cas, c'est un bon début de bien segmenter ces différents projets à travers des enveloppes différentes d'épargne et d'investissement. On peut avancer un petit peu. Et là, je vais commencer à vous parler un petit peu de Goodvest. Goodvest, nous, on est une plateforme d'épargne et d'investissement, justement. L'idée, c'est effectivement de pouvoir proposer différentes enveloppes. Ça va du livret d'épargne responsable jusqu'au contrat d'assurance vie, en passant par l'assurance vie pour les mineurs, pour les enfants de moins de 18 ans, jusqu'au plan d'épargne retraite. Dans toutes ces enveloppes, on peut y intégrer beaucoup de choses. Alors parfois, c'est des actifs garantis. Dans un livret, c'est uniquement de l'épargne, il n'y a pas d'investissement possible. Dans un contrat d'assurance vie ou dans un PER, on peut mettre des actifs garantis, de fonds euros. Notez qu'il existe des fonds euros qui sont totalement alignés avec vos convictions écologiques et sociales. On a par exemple, nous chez Goodvest, la présence d'un fonds euro qui s'appelle le fonds euro Objectif Climat. Seul et unique fonds euro aujourd'hui du marché, construit par un assureur qui s'appelle Spirica, assureur en ligne du groupe Crédit Agricole. Totalement transparent, déjà, c'est absolument unique, totalement composé de ce qu'on appelle des green bonds, donc des obligations vertes, qui suivent une méthodologie stricte de financement de projets en lien avec la transition écologique. Il est article 9 SFDR, ça c'est la réglementation SFDR. Il est vraiment très exigeant sur la partie environnementale et il est totalement aligné à l'accord de Paris sur le climat. Ça veut dire que c'est un fonds euro qui vous permettra d'avoir une intensité carbone et une trajectoire de réchauffement climatique qui sera toujours inférieure à 2 degrés. Et puis, évidemment, d'autres classes d'actifs, des actions cotées d'entreprises, des obligations d'État, d'entreprises publiques, etc., cotées également sur les marchés financiers. On agrège tous ces actifs cotés chez Goodvest dans ce qu'on appelle une gestion sous mandat, ou un mandat d'arbitrage, pour les gens qui ont les termes techniques les plus précis. C'est l'idée, effectivement, de vous accompagner dans la construction d'une allocation. C'est compliqué de faire soi-même ses choix d'investissement. Et donc, l'idée, c'est de vous proposer des profils de risque du plus prudent au plus dynamique pour vous accompagner dans les choix d'investissement et qu'on le fasse à votre place pour plus de confort, évidemment. Et au-delà de cette gestion pilotée en actifs cotés, il y a quelques possibilités d'investissement dans des actifs non cotés. Ça peut être effectivement des actifs immobiliers, ça peut être du private equity, donc des actions d'entreprises non cotées. Ça peut même être de la dette privée ou de l'infrastructure, notamment des infrastructures en lien avec des énergies renouvelables, la mobilité bas carbone, etc. Un petit peu comme ce que fait Enerfip en réalité. Et donc voilà. Et tout ça est régi par une méthodologie environnementale qui est unique chez Goodvest et qui permet effectivement, c'est écrit ici, d'exclure strictement les secteurs les plus néfastes, d'aligner les portefeuilles de nos clients, l'ensemble des portefeuilles de nos clients avec l'accord de Paris sur le climat. Et tout ça sur la base de données extra-financières qui ne sont pas évidemment construites par Goodvest, mais fournies par des fournisseurs comme Carbon 4 Finance,
qui est une filiale du groupe Carbone 4, qui est un fournisseur de données extra-financières, ou même des indicateurs construits par des scientifiques issus de la CDC Biodiversité. La CDC, c'est la Caisse des dépôts et des consignations, qui est un acteur public français. Donc voilà pour un peu le panorama de ce qui est possible de faire chez Goodvest sans rentrer dans trop de détails. Et si on continue un tout petit peu, là, je veux juste rentrer dans... ça, j'en ai parlé juste avant du levier pour financer tous les étages de la pyramide avec la transition. Donc, ce n'est pas trop la peine de s'y replonger, je pense. Je remets celle d'avant. Petit couac. Et non, c'est très bien. Non, je pensais que j'avais plus de détails sur la méthodologie, mais en fait, elle est là, la méthodologie. Et je peux la détailler du coup en 30 secondes. C'est simplement l'idée, effectivement, de notre côté, en matière de sélection de fonds d'investissement, d'exclure strictement les secteurs les plus néfastes. Et puis sur la partie scientifique, grâce à Carbone 4 Finance et à la CDC Biodiversité, d'avoir des portefeuilles qui, effectivement, pour lesquels on connaît précisément l'intensité carbone globale, c'est-à-dire qu'on va avoir connaissance de l'entièreté des émissions carbone sur tous les scopes d'émissions, à la fois directes et indirectes, des investissements qu'on peut faire. Et du coup, on traduit ça en trajectoire de réchauffement climatique précise. Ça, c'est l'innovation la plus importante que Goodvest ait été capable de construire historiquement. On est encore les seuls, ou en tout cas parmi les seuls, à pouvoir proposer un tel niveau de connaissances extra-financières dans le cadre d'un contrat d'assurance vie en gestion pilotée ou d'un PER en gestion pilotée, etc. Et on va encore plus loin avec la partie biodiversité, puisque depuis 2 ans maintenant, avec la CDC Biodiversité, on a intégré cet indicateur qui s'appelle le MSA km², qui nous permet de connaître avec précision à quel point tel ou tel secteur d'activité va venir en altération d'espaces naturels de biodiversité, à la fois de la biodiversité terrestre et également de la biodiversité aquatique. La biodiversité aquatique, c'est un peu plus limité puisque ça se limite à la biodiversité aquatique en zone d'eau douce. C'est très compliqué pour les scientifiques aujourd'hui de savoir quantifier sur les espaces aquatiques en zone d'eau salée, mer et océan. Mais effectivement, ça nous permet d'aller vraiment très loin dans cette exigence scientifique. Donc voilà, et cette fois, j'en ai terminé. Je voulais simplement appuyer sur la méthodologie de sélection. On peut avancer, Amélie, et passer la main à Julien pour parler d'Enerfip. Merci, Félix. Dans la continuité de mes camarades, Enerfip, comme je le disais, on est une plateforme de financement participatif dédiée à la transition énergétique et aux énergies renouvelables. Et donc, principalement, nous proposons des investissements de court à moyen terme, donc sur des maturités qui sont de 1 an à 5 ans, et sur des taux d'intérêt qui oscillent selon le niveau de risque de 6% à 9%. Et justement, pour vous permettre, parce que c'est un peu ce qu'on s'est dit aussi, et c'est un peu l'objet de ce webinaire, c'est que ce qui est important pour vous, investisseurs, c'est de ventiler vos investissements sur différents supports, sur différentes thématiques, toujours avec de l'impact. En tout cas, c'est ce qu'on vous recommande tous chaleureusement, pour vous permettre aussi de faire une ventilation intra-Enerfip. Vous avez une catégorisation des projets via la notation que nous déterminons. Cette notation, elle va de A+, pour les projets qu'on considère les plus sécures, à C- pour ceux qui présentent le plus de risques. Et donc, le niveau du taux d'intérêt va bien sûr aller être impacté par la note en question. Ce que vous avez sous les yeux, là, sur cette présentation, c'est en fait un shoot d'écran du livret Enerfip de mon fils, Robin, puisqu'en fait, vous avez la possibilité sur Enerfip d'ouvrir des livrets pour mineurs. Et donc, c'était pour concrètement vous montrer comment ça se présente. Vous avez une page d'accueil sur votre livret avec un cumul des investissements que vous avez opérés sur la plateforme. Et si tu peux aller à la slide suivante, s'il te plaît, Amélie. Ouais. Et vous avez un descriptif qui vous est donné pour vous assurer que vous avez bien fait une bonne ventilation de votre investissement. Vous avez plusieurs graphiques qui vous sont proposés et qui vous permettent de concrètement voir où sont éventuellement les concentrations d'investissement que vous avez pu réaliser par typologie d'énergie, par exemple, puisque, comme je le disais, on est aussi bien dans les énergies renouvelables que dans la mobilité durable ou l'efficacité énergétique. Et également, et ça c'est intéressant, vous avez la possibilité de diversifier géographiquement vos investissements, puisqu'Enerfip,
dispose d'un agrément européen et on a une succursale en Espagne, une succursale en Italie et une autre aux Pays-Bas, ce qui nous permet d'avoir aussi la possibilité pour vous, les investisseurs, de flécher votre épargne sur des projets qui sont bien répartis géographiquement sur le territoire européen. Un autre aspect dont on voulait vous parler aussi, et qui est un peu central dans le sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est on parle d'impact. Et évidemment, que ce soit sur Hectarea, que ce soit sur Goodvest, que ce soit sur Enerfip, vous êtes complètement dans cette thématique. Et ce qui est, c'est ce que tu as un peu évoqué, Félix, ce qui est toujours délicat, c'est d'arriver à quantifier concrètement cet impact, arriver à le rendre intelligible et accessible facilement. Et donc pour ça, on a pris le parti sur Enerfip de vous proposer dans votre espace individuel un espace Mon Impact. Et cet espace Mon Impact va vous donner 2 informations. La première, c'est la quantité d'énergie que vous avez contribué à produire via vos investissements sur Enerfip. Et on ramène cette quantité à une donnée que produit la Banque mondiale chaque année, c'est quel est le total d'énergie dont a besoin une personne selon le pays où elle vit. Typiquement, une personne vivant en France, pour l'ensemble de ses besoins, a besoin d'un peu moins de 7000 kWh. Et donc, Robin, mon fils, via la calculette d'Enerfip, je sais qu'il n'est pas très loin d'être un investisseur à énergie positive, c'est-à-dire que ses investissements sur Enerfip couvrent pratiquement la totalité de l'énergie qu'il est censé consommer pour l'ensemble de ses besoins sur une année. Ça, c'est le premier point en termes d'impact. Et le deuxième point, c'est un peu plus conventionnel peut-être, c'est aussi vous permettre de quantifier la quantité d'émissions de CO2 que vous avez évité de produire via vos investissements sur Enerfip. Et alors là, la méthodologie, elle est très simple. C'est que, évidemment, les projets d'énergie renouvelable, comme tout projet humain, quasiment, génèrent des émissions de CO2. Et si on compare vos investissements sur Enerfip avec, par exemple, un placement que vous laisseriez sur un plan conventionnel dans la banque, par exemple, eh bien, on peut donc, par un calcul assez simple, vous signifier la quantité de CO2 que vous avez évité d'émettre via vos investissements sur la plateforme. Donc, voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Et ce qui est intéressant, c'est que le minimum d'investissement chez Enerfip, il est de 10 à 50 € selon les projets. Et évidemment, vous mettez la somme que vous voulez sur un investissement donné. En termes de statistiques, en moyenne, les gens mettent 2000 € par investissement et ont une enveloppe globale de 10-12 investissements sur Enerfip. Ce qui est super important, et c'est un peu ce qu'on a évoqué en fil rouge jusque-là avec mes camarades, c'est qu'il faut absolument ventiler vos investissements, les dissocier, même si la facilité peut vous amener à vous dire « Tiens, j'aime bien ce projet, il est super, en plus c'est un endroit que je connais, etc. » et je vais mettre tout ce que j'avais prévu de mettre sur ce projet. C'est une mauvaise idée. Voilà. Pensez bien à vous forcer à avoir plusieurs investissements bien distincts. Et si vous faites ça, ça se passera très, très bien. Voilà. Eh bien, merci à tous. Du coup, on arrive au terme de la présentation, mais au début des questions. Et alors, vous avez déchaîné les foules dans les questions. Vous avez déchaîné les foules dans les questions. Et j'avoue que même moi, j'ai été un peu perdue. Donc, on passe aux questions. Mais alors, du coup, je découvre en même temps que vous, parce qu'il y en avait des posées avant et des spectateurs en même temps. Excusez-moi, il y a eu beaucoup de questions. Je suis un peu perdue, je regarde. Si vous en voyez une à laquelle vous voulez répondre. Bon, une des dernières, du coup, c'est plus posée à Enerfip et après, je vais en poser pour tout le monde, désolée. Donc, il y a une question pour toi, Julien. Comment les impacts des énergies renouvelables sur la biodiversité sont-elles pris en compte chez Enerfip ? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est souvent un sujet dont on entend parler. Déjà, il est important de rappeler que la réglementation en France impose à tous les développeurs de projets de prendre en considération ce sujet puisque
Si vous ne le savez pas, il y a des études d'impact écologique, environnementales et paysagères qui sont menées pour tous les projets d'énergie renouvelable en France. Et donc, ces études d'impact font partie intrinsèque du corpus de documents qu'on demande aux porteurs de projets lorsqu'on va réaliser l'analyse, l'audit de ces projets pour décider si on va les financer ou pas. On a fait passer l'an dernier une formation à tous nos analystes via un cabinet spécialisé pour qu'ils soient à même d'aller chercher les informations les plus sensibles dans une étude d'impact. En général, c'est des documents qui font 200-300 pages. Donc, si vous n'avez pas un bon bagage, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Donc, nos analystes sont formés pour être en capacité de jauger l'impact sur la biodiversité et sur les écosystèmes d'un projet donné. Ça, c'est sur la partie un peu formelle. Et pour la partie, je dirais, plus communicationnelle, pour vous, investisseurs, on est en train de travailler depuis plusieurs mois maintenant sur une notation extra-financière, à l'instar de celle dont je parlais tout à l'heure, qui est plus liée au classique risque de A+, à C-. Il y aura donc, dans les mois qui viennent, une notation extra-financière pour vous permettre aussi de jauger assez rapidement l'impact d'un projet donné sur la biodiversité, sur les aspects sociaux, etc. Donc voilà, ce sera une façon aussi de mettre en exergue ce travail qui est le nôtre et qu'on fait un peu derrière le rideau chez Enerfip. Merci Julien. Et du coup, une question plus générique peut-être pour vous trois, avant d'aller plus en détail aussi avec Hectarea et Goodvest. Il y a Christian qui vous demande toute opinion politique mise à part, est-ce que vous êtes inquiet ou plutôt optimiste en ce qui concerne les investissements dans les énergies renouvelables en France? Mais je peux peut-être, si vous me permettez, vert de manière générale, pour que tu puisses répondre. Si vous me permettez, Félix et Paul, je peux peut-être répondre. En fait, vous avez raison de dire toute opinion politique mise à part, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la transition énergétique, ce n'est pas une opinion. Ça n'est pas non plus une option, en fait. Et l'actualité, encore une fois, nous le rappelle durement. C'est une nécessité absolue. Et donc, quand bien même il y a des postures politiques qui remettent en question de manière assez violente cette transition énergétique et qui lui trouvent tous les plus grands défauts du monde, nécessité fait loi. Et notre conviction, chez Enerfip en tout cas, c'est que même ceux qui sont aujourd'hui les plus ardents combattants contre la transition énergétique, les énergies renouvelables, ne pourront absolument pas faire sans, si jamais, par malheur, ils arrivent au pouvoir, parce que voilà, c'est une histoire de souveraineté et de nécessité quasiment vitale d'indépendance énergétique qu'il nous faut aller chercher. Donc voilà, c'est sûr que ce n'est pas le moment qui paraît le plus brillant pour ce secteur, mais la réalité, c'est que les énergies renouvelables sont les moins chères aujourd'hui, les plus faciles à développer, et elles nous permettent de ne pas être dépendants de pays qui ne sont pas toujours nos alliés, et en tout cas, lorsqu'il y a des crises géopolitiques qui nous mettent dans des situations qui sont extrêmement complexes. Voilà. Pardon. Paul, vas-y. Je suis très court. Juste pour rajouter un élément en plus de la nécessité, et je partage ton point de vue, Julien, il y a le sujet de la stabilité aussi, où nous, on peut le voir au niveau des investisseurs. La terre agricole, c'est souvent appelé l'or vert, et donc dans ces temps où le contexte macroéconomique est complexe, souvent les valeurs refuges sont là où les investisseurs essaient d'aller dans ces périodes-là pour stabiliser leur épargne. Et donc, on a effectivement plutôt, on va dire, un attrait positif pour nos produits dans ces moments-là, parce que la terre agricole, comme je le disais, est décorrélée des marchés, prend de la valeur sur le long terme et permet de sécuriser son épargne. Donc, en fait, vous avez les énergies renouvelables et vous avez aussi la catégorie maintenant qui est très en vogue actuellement, qu'on appelle les actifs naturels, et qui englobe donc la terre agricole, ce qu'on propose, la forêt, et ces actifs-là qui sont tangibles et qui traversent le temps et les crises. Yes, très, très aligné évidemment avec ce qui vient d'être dit par Julien et par Paul. Et puis, il me vient également un élément un peu complémentaire, c'est qu'effectivement, la France, nous, on est très impactés et regardants sur ce qui s'y passe parce qu'on y est, on y vit, on y travaille, on y vote.
Néanmoins, la France fait partie de l'Europe, hein, et ça, c'est important également de le souligner. Et d'ailleurs, effectivement, toute opinion politique mise à part, ce qui est important, c'est que l'Europe a renouvelé, vous vous souvenez peut-être au moment des dernières élections européennes, ce grand Green Deal européen qui prévoit aussi un plan d'investissement massif au niveau européen dans notamment les énergies renouvelables. Et ça donne quand même beaucoup de visibilité aux différents acteurs européens de ce secteur. Et donc, en fait, moi, je fais plutôt partie des gens qui sont optimistes et pas inquiets pour cette thématique et puis pour toutes les thématiques en lien avec la transition, parce qu'effectivement, Paul et Julien l'ont indiqué, c'est de toute façon une nécessité, une question d'autonomie, d'indépendance, de souveraineté. Et ça, l'Europe l'a bien compris, ou en tout cas est en train de plus en plus de le comprendre, et la France fera par abstraction. Merci à tous. Alors, il y a vraiment énormément de questions. J'essaye de les sélectionner au fil du temps, mais j'avoue que c'est plutôt intense. J'avais vu une question pour Paul, mais je viens de la perdre. Ah oui, chez Hectarea, quel est l'horizon de placement? Elle est dans le chat, la question, c'est pour ça. Quel est l'horizon de placement et quelle est la liquidité en cas de besoin impondérable? Oui. Alors, effectivement, ça rejoint un peu en préambule ma vision et l'explication sur l'immobilier. Là, on est sur l'immobilier de rendement. Donc, l'horizon d'investissement, c'est l'horizon d'investissement long terme, comme pour l'achat d'un appartement pour du locatif. Vous le mettez en location, le temps d'amortir les frais de notaire, etc. C'est des investissements généralement qui se débouclent après 6, 7, 10 ans. Et donc, nous, c'est la même chose sur l'investissement dans le foncier agricole. On a des logiques à 10 ans, avec par contre des loyers qui sont versés chaque mois pendant toute cette période-là, et une potentielle plus-value à la fin lors de la revente. Sur le système même d'investissement et la liquidité, on peut distinguer, on va dire, deux façons d'arriver à l'échéance, enfin de transmettre. C'est une obligation simple, donc elle est échangeable de gré à gré. Donc il peut y avoir une revente des obligations, et nous, côté Hectarea, on fait le changement de registre, ce qui vous permet d'avoir la possibilité de sortir avant s'il y a un acheteur en face. Et sinon, c'est effectivement lors de la revente des parcelles où il y a une liquidité qui est assurée à ce moment-là pour les investisseurs. Merci Paul. Et du coup, je savais bien que j'avais aussi vu une question pour Félix sur Goodvest. De François, j'ai vu que tu as répondu, mais tu veux peut-être revenir plus en détail sur le sujet. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs contrats d'assurance vie chez différents gestionnaires, du coup? J'ai vu que tu avais répondu. Oui, on peut effectivement avoir autant de contrats d'assurance vie qu'on le souhaite. Ça, c'est un peu propre à chaque enveloppe. Hein, souvent, il y a des enveloppes réglementées comme des livrets, livret A, livret de développement durable et solidaire. Ça, on peut en avoir qu'un seul. Il y a également une enveloppe d'investissement qui s'appelle le plan d'épargne en action. Ça, on peut en avoir qu'un seul également. Mais tout ce qui est assurance vie, compte titre ordinaire, plan d'épargne retraite, assurance vie même pour ses enfants, assurance vie mineure, on peut en avoir autant qu'on veut sans contrainte. Et parfois, la question qui vient, et d'ailleurs, elle m'a été posée dans le chat également, c'est est-ce que c'est pertinent d'avoir 1 ou 2 ou 3 contrats? Les gens ne savent pas. Et bien là, je réponds commode à 3 tiroirs, goal-based investing. On investit en fonction de ses projets. Si on a un projet à préparer à horizon 5 ans, ça ne sert à rien de le faire avec 3 contrats d'assurance vie. On en ouvre un seul, ça suffit. En revanche, si on a un projet à 5 ans, un projet à 15 ans et un projet à 30 ans, là, les horizons sont tellement différents, les objectifs sont tellement différents qu'on va avoir à l'intérieur des stratégies d'allocation qui vont être potentiellement complètement différentes. Et là, ça justifie le fait d'avoir une enveloppe dédiée à la préparation de chacun de ces projets. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse sur ça. Est-ce qu'il en faut une? Est-ce qu'il en faut plusieurs? Il y a évidemment cette logique de diversification toujours, mais il y a surtout cette logique d'organisation financière et patrimoniale. Et là, il faut se faire accompagner. Hein. C'est le mieux. Merci beaucoup, Félix. Et du coup, alors, je n'ai pas retrouvé la question, mais il y a beaucoup eu de questions sur la transmission d'un livret pour vos enfants, vos petits-enfants. Est-ce que dans chacune des solutions proposées chez chacun d'entre vous, est-ce que c'est possible? Alors, vas-y.
Vas-y, Ouais, Félix. pardon, très rapidement pour Goodvest, c'est possible, effectivement. On peut ouvrir des contrats d'assurance vie pour ses petits-enfants, par exemple. Du coup, pour enchaîner, côté Hectarea, en fait, notre actif par nature, il est un actif de transmission. C'est quelque chose de tangible, encore une fois, qui reste dans le temps. On dit souvent le plancher des vaches comme expression, ça ne disparaît pas. Et donc, on a vraiment déjà créé toute une démarche Hectarea enfant par laquelle on permet d'investir pour ses enfants ou petits-enfants et transmettre quelque chose qui amène de la rentabilité sur le long terme, mais aussi quelque chose qui est palpable et concret aux futures générations. Bon, et puis pour Enerfi, vous l'avez vu, hein, c'est pareil, ça existe. Et c'est d'ailleurs grâce à Robin, mon fils, que depuis 9 ans, on propose cette option. Et parfait. Et du coup, Julien, tu avais la main. On a une petite question pour Enerfip sur le montant minimum qu'on peut investir sur la plateforme. Du coup, Nicolas nous dit qu'on peut commencer à partir de 10 €, mais sur certains projets, c'est 50 €. Est-ce que tu peux expliquer, préciser? Oui, j'avais commencé d'ailleurs à répondre à l'écrit, mais tu fais bien de porter cette question. Oui, c'est vrai que historiquement, on était uniquement sur des minimums à 10 €, et c'est vrai que selon les projets, et aussi parce que la plateforme grandit, on a aujourd'hui on a donc acquis 2 plateformes l'an dernier, donc on a un corpus d'à peu près 60 000 investisseurs, et c'est vrai que pour pas se retrouver entre guillemets, avec des quantités de données et de gestion côté RI, relations investisseurs, qui soient trop importants, on est obligé d'augmenter un peu le minimum d'investissement, et donc de ne pas proposer que des minimums à 10 €, mais de plutôt rehausser sur certains projets à 50 €. Alors, on sait qu'il y a certaines personnes qui sont un peu déçues de ce changement, mais voilà, c'est aussi, il faut voir les choses à l'aune de l'ensemble des choses qu'on doit faire sur Enerfip. Et bon, c'est une petite évolution. On pense que ça reste quand même assez raisonnable, mais c'est vrai qu'on ne peut plus se permettre d'avoir des minimums à 10 € pour tous les projets. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et il y avait une petite question qui nous avait été posée en avance. Hop, je la mets en live. J'ai perdu ma question. Wow. Bah mince. Hop, voilà. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on investit? Désolée, j'arrive pas à la mettre en avant, mais du coup, c'est une question de Julie qui demande s'il y a des pièges à éviter. Je peux prendre la main au début et puis mes camarades compléteront. Évidemment, il y a des pièges. Il y en a partout, des pièges. Ça pullule. Non, les principaux pièges auxquels il faut faire attention, ils sont multiples. D'abord, c'est le manque de transparence sur les actifs qui sont financés. Voilà, est-ce que c'est aligné avec vos valeurs ou pas? Deuxième élément, ça peut être le manque de transparence, en lien avec le manque de transparence aussi, mais sur la partie tarification. Attention aux frais qui peuvent être payés, ou en tout cas, il faut absolument être en capacité de bien les comprendre, de bien les comparer, les benchmarker, savoir si la solution que vous choisissez est compétitive ou non. Et puis après, les pièges, c'est évidemment également le fait que l'actif, l'enveloppe ou la classe d'actifs sur laquelle vous épargnez, vous investissez, soit compatible avec votre profil investisseur, votre projet d'épargne. Et donc, il faut absolument bien comprendre le niveau de risque que ça implique, le ratio rendement-risque, on en parlait tout à l'heure. Donc oui, des pièges, il en existe beaucoup. Et quand on n'est pas sûr de soi, discuter avec des conseillers en investissement financier, il ne faut pas s'en priver en fait. Il faut vraiment poser des questions. Ouais, moi, j'allais ajouter juste une phrase très courte et où je m'applique à titre personnel aussi. On n'investit que dans ce qu'on comprend. C'est vraiment une règle de base. Pousser l'analyse, et c'est là où vous verrez tous les critères et vous comprendrez si le produit, quand est-ce qu'il a sa liquidité, quels sont les risques, quels sont les rendements, s'il y a un rendement élevé, pourquoi il y a ce rendement élevé, quels sont les risques qui sont associés. Ça n'existe pas dans le monde de la finance, des rendements élevés sans risque. Et voilà, on vous vendra monts et merveilles sur ça et on le voit passer sur plein de choses. Il faut toujours gratter et comprendre dans quoi on investit. Voilà. Je serai assez succinct sur ça.
Oui, bah pareil, j'allais abonder dans ce sens. En fait, le plus grand piège, c'est la passivité. C'est-à-dire que je pense que sur tout ce qui est épargne et investissement, nous, les humains, nos grands-parents et nos parents, étaient habitués à la passivité et à suivre un peu des conseils qu'on pouvait nous donner, alors qu'aujourd'hui, il faut un peu prendre en main les choses. Et voilà, comme tu viens de le dire, Paul, comprendre le sous-jacent sur lequel on va investir et surtout où va cet argent, à quoi et à qui il va servir. Je pense que c'est vraiment majeur. Donc ça demande un peu d'effort, mais je pense que ce soit côté Goodvest ou côté Hectarea ou côté Enerfip, on essaie de rendre ça assez intelligible et au final, en fait, pas très compliqué pour peu que ce soit expliqué clairement. Donc voilà. Merci. Et justement, peut-être pour aussi casser les stéréotypes, je vois beaucoup de questions de personnes, par exemple Quentin, qui nous demande, qui s'interroge en fait sur les performances des investissements verts. Pour lui, il a un peu l'idée qu'elles sont moins importantes que les investissements classiques. On peut peut-être un peu y répondre en cassant ce stéréotype aussi. C'est un sujet qui revient très souvent. Je vais être très concis. J'avais une conférence avec Sud Radio la semaine dernière sur exactement cette thématique. Il y a pas mal de théories actuellement où c'est justement plutôt l'inverse, c'est de dire que si vous ne prenez pas au-delà de vos convictions personnelles, si c'est par motivation, vous ne prenez pas le côté investissement vert, en fait, il y a une forte probabilité que vous performiez moins bien que le marché. Et donc, ce qui est dit actuellement, ce n'est pas forcément que vous allez peut-être surperformer, mais à minima, vous n'allez pas prendre le risque d'être sur des produits qui finalement vont disparaître parce que le sens de l'histoire va vers là et que c'est là, du coup, où il y a la perf. Donc, à minima, c'est ISO. Je vous laisse compléter, vous avez sûrement des études plus précises, mais c'est ce qui ressort un peu des panels que j'ai pu faire. Moi, j'ai des éléments aussi sur ça. C'est une question qui revient en vrai systématiquement. Pas systématiquement, mais un client sur 2 chez Goodvest nous pose la question, est-ce que si j'investis de manière responsable, est-ce que alors je fais une croix sur de la performance? Donc la question, elle est normale, tout le monde se la pose grosso modo. Alors, pour prendre un biais particulier, celui des marchés financiers. Sur les marchés financiers, donc on ne parle pas d'investissement à impact, plutôt d'investissement éventuellement responsable, etc. Mais sur ça, effectivement, sur les 2-3 dernières années, on a une légère sous-performance des actifs les plus responsables. Vous savez, on les retrouve notamment ceux qui vont avoir des labels ou ceux qui vont être qualifiés de ESG, avec des critères positifs en matière de critères environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Effectivement, depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, il y a quelques secteurs qui surperforment, notamment les secteurs de l'armement. Les énergies fossiles ont été aussi relativement performants sur cette petite période-là. Et donc, il y a une sous-performance des actifs les plus responsables en tout cas dans l'univers de la gestion active sur les marchés cotés. C'est le marché public. En revanche, ça, c'est sur les 2-3 dernières années. Ce n'est pas du tout le cas si on tire le trait à plus long terme. Et si on regarde, nous, on a fait des études extrêmement précises chez Goodvest depuis 10 ans, entre, par exemple, 2015 et 2025, malgré cet épisode de ces 2-3 dernières années où l'investissement responsable sous-performe un petit peu, eh bien, on a quand même une surperformance des indices financiers les plus responsables sur des périodes longues de 10 ans d'historique d'investissement, entre 2015 et 2025. Donc, non, historiquement et à long terme, investir de manière responsable sur les marchés financiers avec des indices qui sont parfois relativement précis et exigeants, des indicateurs PAB, Paris Align Benchmark, en tout cas benchmark, accord de Paris sur le climat, etc. Ça surperforme des indices non ESG à long terme. Et donc, de toute façon, quand on n'investit pas pour 2 ou 3 ans, on investit plutôt pour 6, 8, 10, 15, 20 ans. Alors, effectivement, déjà historiquement à long terme, l'ESG, l'investissement responsable, surperforme, et notre conviction la plus intime, je pense que c'est la même chez Hectarea et chez Enerfip, c'est qu'effectivement,
investir de la manière la plus responsable qui soit dans le futur, c'est aussi un gage, on le pense, de surperformance supplémentaire. Oui, en quelques mots, je rejoins tout à fait ce qui a été dit et je pense qu'en fait, ce qu'on essaie de démontrer aussi bien à Goodvest qu'Hectarea, qu'Enerfip, c'est que il faut tordre le cou à cette idée reçue où, grosso modo, soit on choisit son intérêt personnel au détriment de l'intérêt général, soit on choisit l'inverse, c'est-à-dire l'intérêt général à son détriment. C'est plus le cas aujourd'hui. Il est tout à fait possible d'avoir de la performance dans vos investissements tout en ayant quelque chose qui est fondamentalement du sens et qui réponde à vos attentes sur le point de vue éthique. Voilà, c'est pas une vue d'esprit, ça existe, c'est possible et ça fonctionne. Merci pour cet éclairage. Et une question de Guillaume, je crois qu'en plus, il l'avait déjà posée et que je suis passée à côté, qui demande pour chacune de nos plateformes quel est le TRI moyen historique sur les projets financés. Et si je peux rajouter une question, parce que je l'ai vu, on demande aussi combien de projets paraissent par mois ou par semaine. Hop. Je ne sais pas qui veut prendre la main en premier. Je peux le dire, en ce qui concerne Enerfip, on est sur des taux, je le disais tout à l'heure, entre 6 et 9% bruts par an, ce qui fait, vous avez des indicateurs de performance et en incluant le taux de défaut qui est d'à peu près de 0,5% sur Enerfip, ça doit faire un TRI autour de 7,1, 7,2, quelque chose comme ça en moyenne. Et on propose, ça dépend des semaines, mais on propose à peu près 2-3 nouveaux investissements chaque semaine. On en a lancé un en même temps que ce webinaire et on a déjà d'ailleurs collecté 1 150 000. Donc vous voyez, ça part plutôt bien. Impressionnant. Bravo. Et alors, pour Goodvest, c'est un peu particulier parce qu'on ne parle pas nécessairement de taux de défaut, nous, dans notre activité. Mais effectivement, j'ai dû répondre au message, je crois, j'ai mis le lien sur le site de Goodvest. Vous avez une page performance qui vous permet de retrouver les performances historiques délivrées par nos différents mandats de gestion en assurance vie ou en PER. L'idée, c'est que les performances, elles sont évidemment dépendantes du niveau de risque. Je crois que c'est Paul tout à l'heure qui disait il n'y a pas de performance importante sans risque. Évidemment, plus les allocations sont prudentes, plus la performance historique est faible. Je crois que ça va de à peu près 2,5% en moyenne par an pour nos allocations les plus prudentes, jusqu'à autour de 7% en moyenne par an net de frais pour nos allocations les plus dynamiques, avec une majorité d'actions d'entreprises en portefeuille. Donc voilà, il y en a un petit peu pour tous les profils, du plus prudent au plus risqué, avec des performances qui sont plus ou moins importantes en fonction de ce niveau de risque. Et pour conclure sur la question du coup, côté Hectarea, on a toujours à peu près 2 à 3 projets qui sont en cours de collecte sur la plateforme, avec souvent des cultures variées et des régions variées qui permettent à des personnes de choisir s'ils veulent investir dans des parcelles pour du maraîchage, pour de l'élevage, pour de l'arboriculture fruitière par exemple. Donc toujours une diversité des projets. Et en termes de rendement, nous, la rentabilité cible globale, elle se décompose en 2 parties. La partie loyer versé. Dans le monde agricole, on appelle ça les fermages. Donc, c'est les loyers qui sont versés chaque mois par l'agriculteur. Donc, cette partie-là, elle permet d'avoir entre 2 et 3,5% selon les terres, les endroits. Et ensuite, il y a la partie, on va dire, accrétion du prix du foncier et qui, là, est restituée au moment de la revente des parcelles. Et donc, sur ça, la data historique, c'est 3,5% sur les 20 dernières années en moyenne. Et donc, on vise des rentabilités cibles globales qui vont tourner du coup entre 4 et 6% à peu près, en ayant bien en tête que ce sont 2 composantes différentes, comme sur un immobilier résidentiel locatif qui vont faire la rentabilité sur la période. Merci beaucoup à tous. J'essaye de voir maintenant si j'ai l'impression que les questions sont un peu plus dédiées du coup maintenant à chacune des plateformes, on va dire. Je vois que Félix... Ah, tu as répondu. Tu as été plus vite que moi. Du coup, tu as répondu à la question sur l'accès à la gestion pilotée. Tu viens de le faire à l'écrit.
Ouais, exactement. J'étais en train d'y répondre. Gestion pilotée exclusivement chez Goodvest dans l'assurance vie, le PER, l'assurance vie pour les mineurs, mais uniquement pour la partie actifs cotés, actions et obligations cotées sur les marchés financiers. Sinon, vous avez quand même la possibilité de personnaliser cette gestion pilotée avec une gestion libre, mais uniquement sur la partie actifs. On appelle nous actifs de diversification. Infrastructure verte, private equity à impact, produits structurés responsables, immobilier durable, société civile immobilière, SCPI, etc. Ça, c'est accessible en gestion libre, mais effectivement, sinon, la partie cotée est accessible uniquement en mandat d'arbitrage, donc en gestion pilotée. Merci beaucoup. Et je rebondis aussi sur une question peut-être plutôt pour Enerfip sur les panneaux solaires. Cette question est revenue 2 fois de Daniel et aussi de Dominique. Et j'ai vu d'autres gens me poser la question un peu sur une analyse qu'on aurait sur le marché du solaire en ce moment. Qu'est-ce qui ressort? Écoutez, j'en ai un peu parlé tout à l'heure généralement sur les énergies renouvelables et c'est très vrai pour le photovoltaïque. Alors oui, il y a eu un coup de frein de l'État sur le soutien au photovoltaïque. Alors il y a, comme vous vous en doutez, il y a une certaine inertie, c'est-à-dire que nous on continue d'en financer encore parce que ce sont des projets qui ont été développés au préalable et qui ont obtenu leur tarif d'achat et leur autorisation de raccordement et leur permis de construire. Et donc, voilà, il y a encore quand même beaucoup de projets à financer qui sont tout à fait sécures. Et quand on regarde les choses, l'an dernier, dans le monde et en Europe, c'est l'énergie photovoltaïque qui a été la plus installée. Et ça va continuer comme ça parce que c'est la plus simple. On peut aussi bien faire des tout petites centrales individuelles chez vous. Vous pouvez avoir 1 kilowatt de panneaux photovoltaïques et on peut faire, comme ils le font en Chine, des centrales de plusieurs milliers de mégawatts. Et c'est la plus rentable, en tout cas celle qui coûte le moins cher. Donc voilà, l'analyse qu'on en fait, c'est que ça ne va pas empêcher le déploiement de cette énergie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'abandon ou la diminution importante des soutiens de l'État en France, parce que heureusement, comme je le disais, Enerfip, on est dans d'autres pays, fait que les projets photovoltaïques qu'on sera amené à vous proposer dans le futur sur Enerfip seront peut-être moins confortables, ou dit autrement, ils auront une note qui sera un peu moins haute, parce que le risque sera un peu plus important, parce qu'ils auront un peu moins de soutien. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce ne seront pas des bons projets et qu'on va arrêter d'en financer. Donc voilà, on le fera d'une autre manière, en prenant plus de sécurité encore, pour continuer à soutenir quand même ces projets, et tout en limitant votre exposition et votre risque à vous, les investisseurs. Merci beaucoup. Et je vois qu'on arrive, on a un chouïa dépassé de 2 minutes, mais je me permets de reposer une question que j'ai vue ressortir souvent. C'est Hernan qui la pose et qui demande si on peut récupérer son capital à tout moment. Je sais que vous y avez déjà un peu répondu, mais peut-être le redire spécifiquement sur cette réponse, sur cette question, sur chacune des plateformes. Alors, pardon, Amélie, est-ce qu'on peut récupérer son capital à tout moment? Oui, c'est exactement ça. Alors, effectivement, ça dépend un peu de son investissement. Évidemment, quand c'est des produits d'épargne comme le livret ou des supports garantis et liquides comme le fonds euro dans l'assurance vie, c'est disponible à tout moment sans aucune contrainte ni particularité. Idem avec les actifs cotés, une gestion pilotée en actifs cotés. L'argent est disponible à tout moment, sans contrainte ni frais particuliers par ailleurs. En revanche, quand on investit dans des actifs non cotés, comme de l'immobilier, comme des infrastructures, que ce soit en obligations non cotées ou en actions non cotées, etc., là, la liquidité, elle est moins importante. Parfois, il y a un blocage pendant 4 ou 5 ans, parfois même pendant un petit peu plus. Il y a certains fonds de private equity, par exemple, qui sont accessibles en direct ou à travers des enveloppes dont la liquidité est vraiment nulle pendant 8 ans ou 10 ans, même plus exactement. Donc, ça dépend des classes d'actifs et notamment si elles sont cotées, enfin,
garantie ou non garantie et cotée ou non cotée. Merci beaucoup. Julien, je vois que tu réactives ton micro, tu voulais compléter? Oui, juste pour dire que nous, du côté d'Enerfip, on ne peut pas récupérer son capital à tout moment, puisque quand vous investissez, c'est sous forme d'obligations. Donc, en gros, vous achetez des obligations qui ont une maturité qui va, comme je le disais, de 1 an à 5 ans. Et donc, si par exemple, vous achetez des obligations qui ont une maturité de 3 ans, vous ne pouvez pas à tout moment, comme ça, récupérer votre capital investi, sauf via Enerdeal, qui est un marché secondaire par le biais duquel vous pouvez, qui est sur Enerfip, par le biais duquel vous pouvez vendre vos obligations, mais d'une, il faut trouver un acheteur, et de deux, il faut que cet acheteur l'achète au prix qui fait que vous retrouvez votre capital investi. C'est jamais certain. Donc voilà, considérez quand vous investissez sur Enerfip que cet argent, il est bloqué le temps de la durée de l'investissement. Même réponse côté Hectarea. En fait, c'est toujours important de vraiment regarder. Il y a des investissements qui existent, des catégories où le capital est garanti à tout le monde et d'autres où ça ne l'est pas. Sur notre plateforme, ça ne l'est pas non plus, dans le sens où vous ne pouvez pas le retirer à tout moment. Par contre, effectivement, c'est échangeable de gré à gré. Donc, s'il y a un acheteur, nous, on fait le changement de registre et ça permet de sortir avant l'horizon. Peut-être apporter une précision à ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, il y a la revente du terrain qui peut être à l'échéance de l'obligation long terme, mais il peut y avoir également un rachat par l'agriculteur des terres plus rapidement, au bout de 3, 4, 5 ans, et donc potentiellement qui permettent une sortie avant l'échéance finale. Donc voilà, c'était juste une précision sur les sorties, mais en tout cas, effectivement, la liquidité, et même pour rebondir sur ça, quand vous regardez, la liquidité, vous avez très peu d'investissements qui sont très liquides. Vous avez des livrets d'État comme les livrets A ou autres qui sont des livrets plutôt de précaution. Vous pouvez retirer à tout moment. Mais quand vous allez sur les marchés financiers et sur Euronext, les compartiments B et C, avec des petites entreprises donc qui sont plutôt des PME, même là, il n'y a pas énormément de liquidité. Donc la liquidité à 100% sur des produits, elle est très rare, hors livret réglementé. Voilà, petite précision peut-être sur la compréhension de l'écosystème. Merci à tous. Je vois qu'on arrive à la fin du coup du temps. Tout s'est écoulé très, très rapidement, mine de rien. Beaucoup de questions, beaucoup d'interactions. Je pense qu'on a répondu au plus gros des questions. Désolée si on n'a pas pu traiter la vôtre, mais il y en avait vraiment énormément. Et du coup, je tenais à vous remercier pour votre expertise et puis pour cet échange. Et merci aussi à vous qui étaient derrière vos écrans d'avoir été attentifs et d'avoir aussi bien participé. C'est ça qui a rendu cet échange super vivant. Et pour répondre à l'une des dernières questions, c'est de savoir si on va vous envoyer le PowerPoint et si vous allez avoir le replay. Oui, effectivement, vous inquiétez pas. On va vous envoyer un mail incessamment sous peu avec le replay, le webinaire et quelques ressources et même des offres exclusives de chacune des plateformes pour avoir participé à ce webinaire. Et du coup, gardez un petit œil sur votre boîte mail. Voilà. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne Merci Amélie d'avoir animé. Merci Julien et Paul. Bonne journée. Merci. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne journée à tous. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.